Un sujet de forte préoccupation est celui des chantiers abandonnés ou parfois à l'arrêt qui constituent une perte économique et une source de frustration pour les populations. On prend les cas, par exemple, les pénétrantes Est et Ouest à Douala. Monsieur le ministre, quelles sont les causes profondes de ces abandons ou même de ces moments d'arrêt intermittent pour ces chantiers et quelle stratégie? Voilà, vous avez corrigé, vous avez parlé d'arrêt intermittent, pas d'abandon. J'allais justement vous dire qu'il n'y a pas de chantier abandonné au ministère des Travaux publics. Voyez-vous, quand un contrat de travaux est conclu entre le ministre des Travaux publics, le ministère des Travaux publics et une entreprise donnée, il y a un délai d'exécution. Et nous organisons un suivi de ce contrat parce qu'il y a un chronogramme que l'entreprise doit respecter avec l'encadrement d'une mission de contrôle, avec l'encadrement d'un ingénieur de marché. Alors, les visites de chantier par mes ingénieurs ou les réunions de revue ou mes propres visites de chantier m'amènent à apprécier la qualité des travaux, m'amène aussi à apprécier le rendement de l'entreprise. Alors, si un contrat est conclu pour 3 années, 36 mois, et que le chronogramme n'est pas respecté, ma foi, on va commencer par adresser des observations à l'entreprise. Vous avez pris le cas de la pénétrante Est de Douala ou encore de la pénétrante Ouest. Je dois vous dire que pour la pénétrante Est de Douala, ils sont dans les délais. À Douala, que faisons-nous? Nous réalisons un boulevard urbain. 3 fois 2 voies. 3 voies. 3 qui partent et 3 qui reviennent. Quand vous faites 9 fois 3 fois 2, vous voyez la chaussée qui est en train de faire à la pénétrante Est de Douala. Ils sont dans les délais et, ma foi, il faut tout aussi reconnaître que, tout en étant dans les délais, ils connaissent des perturbations, les pluies. J'ai parlé tout à l'heure des conditions climatiques qui ne favorisent pas toujours le rendement des entreprises dans le respect du délai et parfois aussi les retards dans les paiements de leurs factures. Pour la pénétrante Est de Douala, nous travaillons avec un partenaire financier étranger, en l'occurrence la Standard Chartered Bank. Je voulais vous dire que là-bas aussi, pour décaisser, il y a un certain nombre de considérations à prendre en compte, lesquelles considérations prennent du temps. Un exemple précis, nous avons des attachements qui ont été pris depuis le mois de février, rendus à juin 2025. Les factures ne sont pas payées, pourtant c'est un financement extérieur et ça peut se comprendre. Ils prennent le temps nécessaire pour comprendre, avant de débourser la ressource. Là, on ne saurait parler d'un chantier abandonné, d'ailleurs il n'y en a pas pour le moment en ce qui concerne le ministère des Travaux publics, il n'y en aura pas. Vous avez parlé de la pénétrante Ouest, nous n'avons pas... Jusqu'à tout récemment, nous n'avions pas un contrat sur la pénétrante Ouest. Mais je pense il y a environ 3 mois, j'étais en visite de chantier. Les travaux qui se font sur l'ancien pont sur le Vieux, je suis allé les apprécier. Et j'ai choisi d'apprécier aussi le linéaire qui va jusqu'à Bekoko. J'ai donc découvert, après, sur la base justement des rapports qui m'étaient faits par le délégué régional des travaux publics pour le littoral, j'ai donc vu qu'il y avait véritablement un travail à faire à la pénétrante Ouest de Douala pour la fluidité du trafic. La chaussée était envahie par les populations qui faisaient des commerces et puis les voies d'assainissement étaient bouchées. Nous avons contractualisé une entreprise qui s'y déploie présentement et la contractualisation a pris le temps que ça prend, mais cette entreprise est dans les délais pour les travaux qui lui ont été prescrits. En quoi consistent ces travaux? C'est déjà de
restaurer l'intégrité de la chaussée. Si c'était une chaussée de 12 mètres, que ce soit une chaussée de 12 mètres. De procéder au nettoyage de tous les caniveaux et de les reconstituer. Voilà la consistance des travaux qui se font à la pénétrante ouest de Douala. Il n'y a pas de chantier abandonné. D'ailleurs, il ne saurait y en avoir en ce qui nous concerne. Les observateurs et certains rapports soulignent souvent les montants jugés très élevés des projets routiers au Cameroun comparativement à d'autres pays. Comment expliquez-vous ces coûts et quelles mesures sont prises par votre ministère pour optimiser les dépenses et garantir ainsi une meilleure utilisation des fonds publics alloués aux infrastructures, monsieur le ministre? Bien, d'abord, la formation des coûts de travaux prend en compte un certain nombre de paramètres. La formation de coûts des travaux routiers, la formation de coûts de construction d'une route tient d'abord compte de son option technique. Je vous prends un exemple. L'autoroute Yaoundé-Douala, dans sa première phase, les 60 premiers kilomètres. C'est une autoroute de 2 voies extensible à 3. Donc, c'est une autoroute de 33,50 mètres de plateforme. C'est une autoroute de 110 km de vitesse de référence, ce qui suppose un travail de terrassement, de redressement. Pour que la route soit rectiligne, c'est 110 km de vitesse de référence. C'est une autoroute qui a été bâti dans une zone qui connaît de forts escarpements. Vous avez sur cette autoroute des déblais rocheux qui vont jusqu'à 100 mètres de hauteur. Oui. C'est une autoroute où vous avez des passages à niveau, passages inférieurs, Tout cela entre l'option technique d'abord. Ensuite, l'environnement économique global. L'investisseur, l'entreprise qui va soumissionner, prend en compte l'environnement économique global pour arrêter son coût d'investissement. Si les délais de paiement sont plus longs, il va refléter cela dans son coût. Si obtenir les autorisations nécessite des dépenses, il va obtenir cela dans son coût. Troisièmement, l'environnement même d'exécution des travaux. Vous avez l'environnement géologique. Si vous construisez une autoroute dans une zone de fort escarpement, ce n'est pas la même chose que vous ferez quand c'est une zone moins montagneuse, par exemple. Le coût de réalisation d'une route, disons à Yaoundé, ne sera jamais le même coût que dans une zone montagneuse qui est traversée. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Quand je parlais de l'autoroute tout à l'heure, vous voyez les options techniques de l'autoroute pour le Cameroun. Dans certains pays, je ne voudrais pas les citer, vous pouvez les vérifier vous-même, ce qu'on appelle autoroute, c'est ce que nous appelons voie express au Cameroun, c'est-à-dire 2 fois 2 voies avec une bande centrale et une vitesse de circulation de 90 km/h. C'est ça ce qu'on appelle autoroute là-bas, dans certains pays. Alors, quand cette autoroute 2 fois 2 voies avec une bande est construite, c'est sur une plateforme de 26 mètres, alors que nous avons une plateforme de 33,50 mètres. Ici, au ministère des Travaux publics, nous avons une cellule de prix et de la maîtrise du coût. S'il y a une structure sollicitée dans ce ministère, c'est bien cette cellule. Et pour finir, dans la formation des prix, nous sommes sortis de la notion de prix moyen pratiqué par zone d'intervention à celle de prix unitaire, c'est-à-dire nous décomposons les prix pour aboutir finalement au coût des travaux, au coût de la construction. Et c'est ce qui nous amène à mieux maîtriser ces coûts. Et bien évidemment,
les examens des présentations de coûts, les discussions sur les coûts se font dans des commissions de passation de marché. Nous en avons 4 au ministère des Travaux publics. Oui. Et ces commissions apprécient les propositions techniques des soumissionnaires, apprécient les coûts et émettent leurs avis. Et les conclusions de ces avis sont portées à la commission centrale logée au ministère des Travaux publics. Et ce n'est qu'après cela que le maître d'ouvrage, en l'occurrence le ministre des Travaux publics, se prononce et accepte ou n'accepte pas. De plus, quand il s'agit d'un financement extérieur, les options techniques et les coûts, même arrêtés par les commissions nationales, sont soumises au bailleur qui apprécie à son tour. C'est pour cela que le bailleur s'appelle partenaire technique et financier. Des voix s'élèvent régulièrement, monsieur le ministre, pour affirmer que les multinationales étrangères s'adjugent la majeure partie des grands marchés d'infrastructures au Cameroun, parfois au détriment des compagnies locales. Quel est votre avis sur cette perception? Non, voyez-vous, à la vérité, le Cameroun se construit avec ses fils et ses filles. Petites et moyennes entreprises, grandes entreprises, nous regardons dans la même direction. Je vais relativiser ce jugement dans cette perception. Je sais qu'elle a existé, mais je sais aussi qu'elle s'est largement estompée. Et je vais d'autant plus relativiser cette perception que l'appel d'offres est ouvert sur la base des compétences, des capacités à réaliser, des compétences, des capacités à réaliser, des capacités financières. J'ai dit tout à l'heure que le soumissionnaire, en réalité, c'est un investisseur. Il met son argent, il le fructifie pour un retour sur investissement. Donc, il faut déjà avoir cet argent. Et il y a des options techniques qui sont telles que les capacités techniques doivent être affirmées. Si vous avez un axe routier sur lequel il faut construire un viaduc, on ne se lève pas un matin et on construit un viaduc. On n'apprend pas à construire la route, par exemple, là-bas. Donc, les appels d'offres sont ouverts, notamment quand cet appel d'offres est soutenu par un financement extérieur. Mais nous avons pris l'option, même quand il s'agit des financements extérieurs, de faire en sorte que les 30% de prestations reviennent aux entreprises camerounaises et au bureau d'études techniques camerounais pour les amener à prendre de la main. Et je dois vous dire que ça marche. Je vais vous donner un exemple. Oui. Alors, voyez-vous la route Babadjou-Bamenda. Oui. Elle est en train d'être construite par une entreprise camerounaise, en l'occurrence Burns. C'est une route de forte qualité. Si vous ne l'avez pas encore visitée, je vous suggère de le faire. Nous sommes également en train de construire déjà une section importante de la route, celle qui part de Kumbo à Missagia en 3 lots, 96 km. Ce sont des entreprises camerounaises qui y sont mobilisées. Donc, les entreprises camerounaises sont là et le fait pour nous de leur confier ces activités vise à en constituer de véritables champions dans ce domaine du bâtiment et travaux publics. Évidemment, ce que vous appelez multinationales, elles sont toujours là, mais dans une perspective de transfert de compétences. S'il y a une exigence que nous faisons en direction des multinationales, c'est que le directeur technique doit avoir un co-directeur technique qui est camerounais et ça marche. Donc c'est une façon pour vous d'accompagner également les Camerounais? Absolument, c'est de cela qu'il s'agit. Mon vœu étant que les co-directeurs techniques qui sont des Camerounaises développent l'esprit de curiosité. Parce que je ne voudrais pas citer ces entreprises. Je connais 2 entreprises qui sont amoureux de la dissimulation.
et j'enregistre de temps à autre les plaintes de ceux des Camerounais que nous avons mis là-bas pour être directeur. Je dis, mais allez-y, soyez perspicaces, allez-y, parce qu'ils ne vous diront jamais voici ce que nous faisons, parce que dès que vous allez maîtriser tout ce qu'ils font, voilà, ils n'auront plus rien à faire. Donc, c'est de bonne guerre, entre parenthèses. Et enfin, toujours pour mettre en relief les petites et moyennes entreprises camerounaises, quand un financement part de 0 à 5 milliards de francs CFA, c'est exclusivement les entreprises camerounaises. Exclusivement. Exclusivement, ça c'est clair. Exclusivement. Je dois aussi reconnaître que parfois, ces entreprises camerounaises, même quand elles ont gagné les marchés, vous découvrez sur le terrain que ce ne sont pas nécessairement les entreprises camerounaises qui s'y déploient. Donc des mesures sont prises, non pas pour bouter hors de notre environnement économique les entreprises de capacité de référence avérées, mais pour amener les nôtres à prendre la main pour un véritable développement inclusif. Nous sommes à quelques mois de la présidentielle d'octobre 2025. Le septennat actuel du président de la République Paul Biya a été marqué par le lancement de plusieurs grands chantiers d'infrastructures. Pourriez-vous nous citer les projets routiers les plus emblématiques de ce septennat et nous faire un point sur leur avancement actuel? Il y en a fort nombreux. Je dois déjà reconnaître que l'option politique du chef de l'État, Monsieur le Président de la République Paul Biya, de connectivité par la route, nous a amené à passer de 55 000 km de route à 121 873 km. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a ce besoin de rapprochement, de brassage des populations. Les populations camerounaises doivent aller et venir. Et en cela, il a réussi. Il y a ce besoin de désenclaver des bassins de production. Et en cela, il a réussi. Et il y a ce besoin de créer des voies d'évacuation des productions agricoles. En cela, il a réussi. Le défi maintenant est celui de la traficabilité continue de ces dessertes qui ont été créées. Et cette traficabilité est bien en marche, en dépit des limites qui s'imposent à nous, avec la faiblesse des financements disponibles. Néanmoins, pour le septennat en cours et finissant, d'importants chantiers ont été réalisés et achevés. Savez-vous, par exemple, que vous pouvez partir de Yaoundé à Brazzaville sur une route bitumée? Est-ce que vous le savez? Oui, monsieur le ministre. Voilà. Donc, la section camerounaise de la route dite de l'intégration a été entièrement construite et livrée. Et c'est 356 km. Vous prenez Samelima Djoum, Mintom, Lele, Tam, frontière Congo, et Tam, Bala. Ça, c'est un chantier qui est achevé. Vous pouvez partir de Yaoundé à Ngaoundéré en passant par Tui, la dorsale de l'Ouest aujourd'hui, par la route Batienga, Tui, Yoko, Lena, Tibati, Ngat. C'est achevé, 415 km. C'est achevé. Et reste le petit tronçon de 167 km qui partira de Ngat à Ngaoundéré. Et ce petit tronçon est déjà couvert par un financement de la Banque islamique de développement et il est fort à parier que nous allons d'ici peu lancer les travaux. Vous pourrez donc partir de la zone méridionale de notre pays vers celle septentrionale, soit en empruntant par Bertois ou alors en empruntant par Yoko. Monsieur le ministre. Je donne d'autres exemples. Dans sa démarche d'ouverture de notre pays vers les pays voisins, vous avez le pont sur la Cross River qui est achevé. Vous pouvez partir de Yaoundé à Enugu au Nigeria
sur des routes bitumées, en traversant le pont sur la Cross River et aller livrer vos marchandises ou en acquérir là-bas. On vient de livrer le pont sur le Logon qui nous ouvre vers le marché du Tchad par le sud. Vous avez la route Yaoundé-Bafoussam qui est refaite. Celle Douala-Bafoussam est dans le pipe et il est fort à parier que nous lancerons les travaux d'ici peu avec le concours, encore une fois, de la Banque islamique de développement. Des projets ont été réalisés. Marwa-Bogo, Marwa-Mora, Mora-Chakamari. Il y en a qui sont réalisés. Yaoundé-Olama, Olama-Bingambo, Kribi-Edea. Les routes sont construites et la construction se poursuit. Au-delà des routes, Monsieur le ministre, quelles sont les autres infrastructures majeures? J'entends par là les ponts, par exemple, qui constituent des piliers de vos stratégies de développement pour ce septennat, et quelles en sont les retombées attendues pour l'économie, mais également les populations camerounaises? Je vous remercie de me donner de revenir sur les ponts. J'ai cité le pont sur la Cross River. Ouais. Et je vais vous donner un simple exemple. Si vous allez dans les marchés de l'Ouest, vous trouverez des grands camions qui viennent du Nigeria pour s'approvisionner là-bas parce qu'il y a justement ce pont avec un dispositif de contrôle unique frontalier. Donc, vous venez du côté du Nigeria, vous réalisez vos formalités, vous entrez au Cameroun. Vous venez du côté du Cameroun, vous réalisez vos formalités, vous entrez au Nigeria. Donc, cet aspect, c'est un aspect économique qui est un gain. Pont sur la Cross River. Je veux parler aussi de pont ici à Nachigal. Le pont ici à Nachigal, à Bachenga. Alors, il y a de nombreuses années qu'on exploitait le bac pour traverser. Le pont est construit et livré. Je vais parler du pont sur le Logon récemment qui relie Yagua au Cameroun et Bangor au Tchad. Ce pont a apporté un souffle absolument incomparable à l'économie du département du Mayo-Danaï. Les prix se sont même envolés. Alors, les responsables concernés ont entrepris de mieux encadrer les producteurs parce que la demande est tellement importante, parce que venant de ce pays voisin, que les nôtres n'arrivent plus à la satisfaire. Donc, il faut les encadrer à produire plus. Il y a comme cela, je ne compte pas la multitude d'ouvrages réalisés dans le cadre de sa politique, la politique de Monsieur le Président de la République, de connectivité par la route. L'entretien du réseau routier existant est crucial, Monsieur le ministre, pour la pérennité des infrastructures. Quelles sont les stratégies et les moyens mis en œuvre par le ministère pour assurer un entretien régulier et efficace des routes afin d'éviter leur dégradation prématurée? Bien, vous posez une question qui est absolument importante, car il ne suffit pas de construire les routes pour celles qui sont bitumées, mais il suffit davantage, il importe davantage de les entretenir. Et pour les routes en terre, c'est un défi de tous les instants. Parce que mal entretenues, nous aurons une rupture de trafic et puis la mobilité sera non présente. Alors, la stratégie d'entretien de route est définie. Elle est programmée annuellement. Nous avons une programmation de l'entretien routier à travers le financement du fonds routier, à travers aussi le concours du budget d'investissement public. Donc nous avons des axes routiers qui sont arrêtés pour être entretenus. Entretien préventif d'abord, on inspecte, on regarde ce qu'il y a lieu de faire pour anticiper. Cela se fait. Entretien curatif, il y a déjà eu une rupture de trafic par là, il y a eu un bourbier par ici, il y a un pont qui s'est effondré, alors on intervient pour rétablir la circulation. Tout cela fait l'objet d'une programmation annuelle et d'une revue périodique. La conclusion des contrats est faite
et les entreprises sont mobilisées. Le hic, c'est notre capacité à satisfaire aux exigences financières de ces entreprises. C'est aussi la capacité de ces entreprises à produire, à se déployer convenablement, parce que je répète que le soumissionnaire est un investisseur et doit disposer d'une capacité financière. C'est cela pour être en même de faire et attendre le paiement. Et de ce point de vue, nous avons quelques entreprises qui se déploient sans paiement. Je vous donne un exemple. Je vous en prie, monsieur le ministre. La route Soie et Hawaï. Vous allez vérifier que sur 82 km, nous avons déjà bitumé plus de 64 km sans le paiement d'un radis à l'entreprise qui y est mobilisée. Parce que, justement, investisseur, sa capacité financière lui a permis d'acquérir les intrants, de payer son personnel, d'entretenir ses équipements, bref, d'assumer toutes ces charges et d'avancer. Pour revenir donc essentiellement à l'entretien, la programmation annuelle est faite, les entreprises sont choisies, elles se déploient, il y a une limite politique, mais l'impact peut ne pas se ressentir pour une double raison. D'abord, la faiblesse des fonds alloués. Je vous ai indiqué tout à l'heure que quand vous faites le ratio sur le nombre de kilomètres de routes en terre à entretenir par les communes et la ressource qu'elles reçoivent, alors vous noterez que le kilomètre de route prend environ moins de 700 000 francs CFA. Ouais. C'est pas beaucoup. D'où la nécessité de s'investir, à être inventif, à aller vers les travaux en régie. Heureusement, c'est ce que la plupart de ces communes font. Vous permettrez, monsieur le ministre, que nous puissions revenir sur la question du financement des infrastructures, qui est d'ailleurs une question centrale. Comment le ministère diversifie-t-il les sources de financement? Je pense aux partenariats publics-privés, aux prêts internationaux, au budget national et autres, pour soutenir l'ambitieux programme de construction et de réhabilitation. Quand vous regardez, madame, le budget du ministère des Travaux publics, vous noterez qu'il est important, il faut le dire, mais il n'est pas suffisant pour adresser nos contraintes. Vous noterez que le budget étant la traduction chiffrée d'une volonté politique, ce budget traduit la volonté politique d'un homme, Monsieur le Président de la République Paul Biya, qui veut qu'il y ait des routes de bonne qualité. Bon. Maintenant, est-ce que ces ressources nous donnent, ces ressources budgétaires nous donnent de relever le niveau de service de nos infrastructures routières à la satisfaction des usagers de la route? La réponse, c'est non. C'est pour cela qu'il faut réussir à faire plus avec peu. Le recours au partenariat public-privé, c'est une piste que vous indiquez, que nous partageons, tout comme le recours aux bailleurs de fonds internationaux, c'est une piste que nous partageons et vers laquelle nous sommes fort présents. Pratiquement 70% de nos investissements en construction routière bénéficient des apports des financements multilatéraux ou bilatéraux, selon le cas. Donc, le recours au financement extérieur existe. Le recours au partenariat public-privé aussi existe. Mais je voudrais que nous comprenions bien ce que c'est que le partenariat public-privé. À la vérité, c'est un partage de risques. Comment ça? L'investisseur qui vient pour conclure un partenariat public-privé avec vous, certes, s'intéresse à l'environnement économique. Lui, il veut fructifier son investissement pendant une période donnée. Il faut donc que le gouvernement qui va bénéficier de ce concours ait aussi son apport, même si cet apport, c'est en termes de taxes, de TVA, toujours est-il que c'est un apport important
qui est telle que le gouvernement accepte de ne pas avoir cette ressource dans ses caisses et de les laisser dans les caisses, par exemple, du partenaire privé. Donc, c'est un partage de risques. Le partenariat public-privé ne signifie pas qu'un investisseur vienne déposer sa ressource sans rechercher sa rentabilité. Donc, aller vers un partenariat public-privé suppose de bonnes études de rentabilité que mène d'ailleurs l'investisseur. Nous avons des secteurs dans lesquels nous pouvons bien conclure les partenariats publics-privés. Nous avons un outil juridique qui encadre les partenariats publics-privés. Je voudrais simplement susciter les partenaires privés qui s'y intéresseraient à se proposer. Ça. La qualité des travaux est une préoccupation constante. Quels sont les mécanismes de contrôle et de suivi mis en place par le ministère des Travaux publics pour s'assurer que les entreprises respectent non seulement les normes de construction, mais également livrent les infrastructures de qualité? Bien, d'abord, quand un contrat est conclu, c'est pour une durée donnée, et il est conclu sur la base des références de l'entreprise, sur la base de sa capacité à entrer dans la commande du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage dit: je veux une route de telle spécification. C'est sur cette base que les soumissions sont faites. Et les travaux exécutés sont contrôlés par une maîtrise d'œuvre. Et la maîtrise d'œuvre, à la vérité, est le prolongement de la maîtrise d'ouvrage sur le chantier de tous les jours. La maîtrise d'œuvre veille au respect des spécifications techniques telles qu'arrêtées par le maître d'ouvrage. La maîtrise d'œuvre assure le contrôle et la surveillance de tout ce qui est fait au jour le jour par l'entreprise. Après la maîtrise d'œuvre, vous avez l'ingénieur du marché. L'ingénieur du marché, c'est ce haut fonctionnaire qui a été désigné par le maître d'ouvrage et qui non seulement s'assure que les spécifications techniques sont bel et bien respectées, mais s'assure aussi que le maître d'œuvre, la mission de contrôle, joue effectivement son rôle. Et c'est cet ingénieur qui, au jour le jour, vérifie la tenue par le maître d'œuvre de ce que nous appelons le journal de chantier. Le journal de chantier, c'est la photographie quotidienne du chantier. Et il y a eu 2 niveleuses, ça figure dans le chantier. Madame X a visité le chantier, ça figure dans le chantier. Le ministre des Travaux publics a visité le chantier, voici les remarques qu'il a faites, ça figure dans le journal de chantier, etc. Donc, il y a un dispositif de contrôle amont. Ça, c'est un dispositif de contrôle. À la fin maintenant de tout le processus, il y a cette nécessité de s'assurer que la route a été bien construite puisqu'il y a le cautionnement. Si on prononce la réception provisoire de la route, par exemple, après une année, et puis après une autre année, on vérifie le comportement de l'ouvrage. Si le comportement de l'ouvrage n'est pas satisfaisant, alors la caution est appelée pour réparer cette route-là. Donc les moyens de contrôle sont bien en place. Il faut maintenant s'assurer que ces moyens jouent convenablement leur rôle. On vous a vu d'ailleurs à Douala sur l'un de ces chantiers. Merci d'être curieuse. La formation des jeunes Camerounais dans les métiers des travaux publics est essentielle, Monsieur le ministre. Quelles sont les initiatives du ministère pour renforcer les compétences locales et favoriser l'insertion professionnelle des jeunes ingénieurs et techniciens camerounais dans ce secteur? Vous notez que c'est une politique de Monsieur le Président de la République de former les jeunes et de diversifier cette formation. Outre l'École nationale supérieure des travaux publics qui forme les ingénieurs des travaux publics, Bac+1, vous avez l'École nationale supérieure des travaux publics de Bouillard qui forme les techniciens supérieurs, les techniciens, les agents techniques, puis les centres des métiers des travaux publics qui sont repartis
dans toutes les régions, qui forment les jeunes compatriotes qui n'ont que le CEPE, le First School Living Certificate, ou bien qui n'en ont même pas à exercer les métiers subalternes qui relèvent du domaine du bâtiment et travaux publics.